Je m'appelle Vanessa Kner. J'ai 27 ans. Quand j'avais 20 ans, mes parents se sont tenus devant 300 personnes lors de la remise de diplôme de ma sœur à l'université et ont dit dans un micro, nous aurions dû nous arrêter après elle. Notre deuxième enfant est inutile. La salle a ri. Ma sœur a ri. Pas moi. Je suis sorti de cet auditorium à Boston, et je ne leur ai plus jamais parlé. Ni pour les fêtes, ni pour les anniversaires, ni pendant 7 ans. Puis, il y a 3 mois, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne connaissais pas. Reviens à la maison. Ta sœur a, ils n'ont pas fini la phrase. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ne savaient pas que j'avais passé ces 7 années à construire une vie qu'ils ne pouvaient pas toucher, que j'étais devenu exactement la personne qu'ils disaient que je ne serais jamais. Et ils ne savaient définitivement pas que lorsque leur fille parfaite s'est effondrée, je serais la seule à pouvoir la rattraper. Voici ce qui s'est passé quand l'enfant doré s'est écroulé et que la déception est devenue la seule assez forte pour la sauver. Laissez-moi vous ramener en arrière. La famille Kastner, 47 Maple Street, Newton, Massachusetts. Maison coloniale blanche, volets noirs, pelouse si parfaite qu'elle semblait fausse. Mon père, comptable, ma mère, directrice d'école primaire. 2 filles. De l'extérieur, nous étions impeccables. De l'intérieur, nous étions une hiérarchie. Nicole est née en 1996. Je suis né en 1998. 2 ans d'écart, une vie de différence. Nicole figurait sur la Guinness List chaque semestre à l'université de Boston. Moi, je maintenais une moyenne de 3,4 et travaillais à 2 emplois pour y arriver. Nicole était vice-présidente du conseil des étudiants. Moi, j'étais la fille qui se présentait en cours et rentrait chez elle. Nicole a obtenu une bourse au mérite de $15 000 par an. Moi, j'ai eu $8 000 de prêts fédéraux et une lettre de refus. Mais le pire n'était pas les réussites, c'était le dîner. 18h30 tous les soirs. Même place. Nicole à la droite de mon père, la place d'honneur. Moi au bout de la table, le plus près de la cuisine. Assez proche pour être utile, assez loin pour être oublié. Nicole, raconte-nous pour le poste de VP, disait mon père en coupant son steak avec une précision chirurgicale. C'est vice-présidente du conseil des étudiants, papa. C'est ma fille. Le leadership coule dans les veines de cette famille. Puis il me jetait un regard, comme une pensée après coup. Et toi dans quelle matière tu galères en ce moment? J'ai arrêté de répondre après ma 2e année de lycée. J'ai commencé à compter à la place. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur? 47 fois entre ma première année de lycée et la remise de diplôme. 47 fois ils l'ont dit. Je tenais un journal. Je notais chaque fois, date, lieu, contexte. 12 avril 2016, le jour où les lettres de bourse sont arrivées. Nicole a ouvert la sienne à la table de la cuisine. $15 000 renouvelables pendant 4 ans. Ma mère a ouvert une bouteille de vin à 15 heures. Mon père a réservé au Capital Grille à Chestnut-Hill. À Nicole, a dit ma mère en levant son verre. L'université de Boston a de la chance de t'avoir. J'avais reçu ma lettre ce matin-là aussi. Même école, enveloppe différente, 0 aide au mérite, juste des prêts. J'ai été accepté à BU aussi, ai-je dit doucement. Mon père a levé les yeux de son téléphone. C'est bien, chérie. Tu peux me passer le pain? La note ce soir-là était de $287. Je l'ai vu quand mon père a signé. Ils ont dépensé plus pour un seul dîner célébrant Nicole qu'ils n'avaient contribué à toute mon éducation. J'ai payé mes études moi-même. Ils ont payé les siennes, et ils n'ont jamais remarqué la différence. Nos chambres racontaient toute l'histoire. La chambre de Nicole, 16 sur 18 pieds, la chambre principale. Mur vert sauge, nouvelle peinture en 3e année de lycée. Un lit queen de Pottery Barn. Un bureau blanc à $600. Lumière naturelle de 2 fenêtres. Ma chambre, 9 sur 10 pieds. Lit simple que j'avais depuis mes 8 ans. Un bureau d'une vente de garage. Peinture qui s'écaillait depuis le collège. Une fenêtre donnant sur la clôture du voisin. Quand j'ai demandé un nouveau bureau en 2e année de lycée parce que le mien était trop petit pour mon ordinateur et mes manuels, ma mère a soupiré. On vient de dépenser $3 000 pour la chambre de Nicole. Tu devras attendre.
J'ai attendu 4 ans. Ils n'en ont plus jamais reparlé. J'ai appris à me faire plus petite. Chambre plus petite, rêve plus petit, attente plus petite. J'ai appris à être invisible dans une maison où j'étais censé appartenir. Je ne savais pas que je m'entraînais à m'entraîner pour le moment où il me ferait disparaître complètement. 18 mai 2018, je me suis réveillé à 7 heures dans ma chambre de résidence à l'université de Boston. J'avais 20 ans, ma deuxième année presque terminée. Nicole obtenait son diplôme ce jour-là. 4 ans de notes parfaites. Une offre d'emploi de bain et compagnie en attente. La fierté de la famille. En traversant la Seine, je portais une robe bleu marine que j'avais achetée chez Target 2 jours avant pour $32. Je me suis coiffé moi-même devant le miroir. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour me préparer. En bas, ma mère ajustait la toque de Nicole. Robe blanche réformation, $218, j'avais vu le reçu sur le comptoir. Tu es parfaite, a dit ma mère en reculant pour l'admirer. Absolument parfaite. Maman, ce n'est qu'une toque. Ce n'est pas juste n'importe quoi. C'est ton jour. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, habillée, prête, attendant. Personne ne m'a regardé. Nous avons quitté la maison à 9h47. Le trajet jusqu'au campus a pris 23 minutes. Mon père conduisait. Ma mère était devant. Nicole derrière mon père. Moi derrière ma mère, regardant par la fenêtre. Agani Arena. Capacité, 7200. Ce jour-là, peut-être 2800 personnes. Diplômés et familles entassées dans des rangées de chaises pliantes. L'air sentait les fleurs, la laque et la nervosité. Mon père m'a tendu un ticket. Vanessa, on n'a que 4 places en rangée C. Ça ne te dérange pas de t'asseoir plus loin, hein? C'est le jour de Nicole. Il n'a pas attendu de réponse. Rangée M, siège 14. 12 rangées derrière ma famille. Je voyais l'arrière de leur tête. Je les ai regardés prendre des photos avec Nicole avant qu'elle ne monte en coulisses. Je les ai regardés rire avec d'autres parents. Je les ai regardés ne pas se retourner. Pas une fois. La cérémonie a commencé à 11h. Discours, performance, le doyen parlant d'avenir brillant et de potentiel infini. Je n'ai pas entendu la plupart. Je regardais mes parents, attendant qu'ils se retournent, qu'ils me fassent signe, qu'ils reconnaissent que j'existais. Ils ne l'ont pas fait. Puis sont venus les hommages des parents. 5 familles choisies pour monter sur scène et dire quelque chose sur leur enfant diplômé. Un micro, un projecteur, un moment pour se vanter. Richard et Diane Kastner, a annoncé l'animateur. Mes parents se sont levés. Ma mère a lissé sa jupe. Mon père a ajusté sa cravate. Ils ont monté les marches jusqu'à la scène comme s'ils l'avaient répété. Confiants, fiers, rayonnants. Le micro a grésillé avec un Larsen. La salle s'est tue. Nicole a toujours été extraordinaire, a dit mon père. Sa voix a retenti dans les haut-parleurs. Dès le jour de sa naissance, nous savions qu'elle était spéciale. Intelligente, ambitieuse, gentille. Il a fait une pause, regardé ma mère, sourit. Honnêtement, nous aurions dû nous arrêter après elle. Quelques personnes ont ri, dispersées, incertains. Il s'est penché vers le micro. Notre deuxième enfant est inutile. La salle a explosé. 300 personnes riant, se tapant les genoux, essuyant des larmes. Ma mère s'est penchée vers le micro, souriante. Eh bien, a-t-elle dit, au moins l'une d'elles nous rend fiers. Plus de rires, des applaudissements. Mon père a salué comme un comédien qui venait de réussir sa chute. Et Nicole? Elle se tenait sur scène en toque et robe, riant, joueuse. Papa, oh mon Dieu, arrête. Mais elle souriait. J'étais assise en rangée M, 12 rangées derrière, les mains agrippant les accoudoirs si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma vision s'est rétrécie, mes oreilles ont sifflé. Je ne pouvais plus respirer. Les applaudissements ont duré 8 secondes. Ça m'a paru 8 heures. Mes parents sont descendus de scène, encore riant. La cérémonie a continué. Quelqu'un d'autre a parlé. Je ne me souviens pas qui. Je ne me souviens de rien sauf du son des rires. Encore et encore, en boucle dans ma tête.
Inutile, inutile, inutile. La cérémonie s'est terminée à 13h47. Tout le monde s'est levé. Les familles se sont précipitées vers leurs diplômés. Photos, câlins, larmes de joie. Je suis resté assise 4 minutes. C'est le temps que j'ai passé là après que tout le monde soit parti, juste assise, fixant la scène vide. Puis je me suis levé. Mes jambes tremblaient. J'ai marché vers la sortie, passant devant 12 familles qui prenaient des photos. Personne ne m'a remarqué. Je suis arrivé au parking. C'est là que j'ai entendu la voix de ma mère. Vanessa, attends. Je me suis retourné. Elle marchait vite vers moi, mon père et Nicole quelques pas derrière. Ma mère avait l'air agacée. Pas désolée, agacée. Te voilà, a-t-elle dit, légèrement essoufflée. On te cherchait. Je l'ai fixé. Vous m'avez humilié. Mon père a vraiment ri. Allez, c'était une blague, Vanessa. Détends-toi. Vous avez dit à 300 personnes que j'étais inutile. On n'a jamais dit ça, a dit ma mère rapidement. Vous avez dit que vous regrettiez que je sois né. Tu es dramatique. Ma mère a croisé les bras. Mon père a regardé sa montre. 14h14. Niveau 2 du parking, rangée F, 73 degrés et ensoleillé. On a une réservation à 15h, a-t-il dit. Tu viens déjeuner ou pas? Comme si rien ne s'était passé. Comme si j'étais le problème. Nicole s'est approchée. Je l'ai regardé, espérant un mot de défense, une reconnaissance que ce qu'ils avaient dit était cruel. Et elle a touché mon bras. Ça va? Ça va? Ma voix s'est brisée. Nicole, ils viennent de, je sais. Les blagues de papa sont excessives, mais allez, V. Tu sais comment ils sont. Ils ne le pensaient pas, ils ont dit à tout le monde que je ne devrais pas exister. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Elle a soupiré. Écoute, je suis désolé que tu sois contrarié, mais c'est ma remise de diplôme. On peut ne pas faire ça maintenant? Faire quoi? Me défendre? Être aussi sensible. Elle a retiré sa main. C'était une blague. Laisse tomber. C'est là que j'ai su qu'elle ne me défendrait pas. Elle ne l'avait jamais fait. J'étais seul. Je l'avais toujours été. Je ne viens pas déjeuner, ai-je dit. Mon père a haussé les épaules. Comme tu veux. Ma mère a ricané. Vanessa, ne sois pas puérile. Je ne suis pas puéril. J'en ai fini. Fini de quoi? De ça. De vous. De tout. Ma mère a ri. Oh, arrête d'être dramatique. On te verra à la maison plus tard. Ils sont partis. Nicole a regardé en arrière une fois, juste une fois. Puis elle les a suivis. Je suis resté seul dans le parking. Je suis rentré à ma résidence, 4,2 miles, 14 minutes. Ma colocataire était rentrée chez elle pour l'été. Je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré pendant 3 heures d'affilée. À 18h13, mon téléphone a vibré. Ma cousine Jessica. Hey, ça va? C'était vraiment dur. Elle était la seule personne dans toute ma famille qui avait vu ce qui s'était passé et qui s'en souciait. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à bloquer tout le monde d'autre. J'ai bloqué ma mère en premier, son portable, son email. Puis mon père, puis Nicole. Chacun donnait l'impression d'appuyer sur un bleu, mais je n'ai pas arrêté. J'ai bloqué tante, oncle et cousins qui étaient assis dans cette arène et qui avaient ri. J'ai quitté le chat familial. J'ai désactivé Facebook. J'ai changé mes paramètres de confidentialité sur Instagram. 11 contacts, 23 minutes. J'ai gardé Jessica, seulement elle. Ce soir-là, j'ai attendu. Je vérifiais mon téléphone toutes les 10 minutes, attendant que quelqu'un m'écrive, m'appelle, dise « On est désolé ». On ne le pensait pas. S'il te plaît, reviens à la maison. 0 texto de ma mère. 0 de mon père. 0 de Nicole. Ils n'avaient même pas remarqué que j'étais parti. J'ai fait une promesse ce soir-là, je n'aurai plus jamais besoin d'eux. Je construirai une vie si complète,
si entières, que leur absence ne laisserait pas de vide. Je ne savais pas que ça prendrait 7 ans ou que je devrais le faire avec $847 sur mon compte et une chambre de résidence que je devrais quitter dans 2 semaines. Mais je l'ai fait quand même. 3 juin 2018, 9h47. J'ai attendu que mes parents partent au travail. J'avais 2 heures. J'ai fait mes valises comme si je volais ma propre enfance. Vêtements, ordinateur, livres, photos. Non, attends. Pas de photos. Je les ai laissés. Je ne voulais pas me souvenir de ces gens. 4 cartons, 2 valises, un sac à dos. 20 ans de vie rentraient dans le coffre d'un Uber XL. Le chauffeur s'appelait Ravière. La course a coûté $47. Nous sommes allés au logement d'été de BU. Je m'étais inscrite à la formation ERA. Une allocation de $800 pour l'été et une chambre gratuite. C'était le seul endroit où j'avais à aller. J'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la carte de la fête des mères que je lui avais donnée 4 semaines plus tôt. Elle ne l'avait jamais ouverte. Je le savais parce que l'enveloppe était toujours scellée. Drôle, je l'ai toujours su. Cet été-là, j'ai postulé à 3 emplois. J'ai été embauché pour les 3. Starbucks, 6h à 14h, $13 de l'heure. Bureau de circulation de la bibliothèque de BU, 15h à 20h, $14,50 de l'heure. Tutorat en ligne via Wizan, week-end, $25 de l'heure. 60 à 70 heures par semaine. Je travaillais jusqu'à ce que mes mains tremblent, jusqu'à ce que j'oublie quel jour on était, jusqu'à ce qu'un client me demande si j'allais bien et que je réalise que je fixais la machine à espresso depuis 30 secondes. Je vais bien, ai-je dit. Ce n'était pas vrai. Mais je le serais. De juin à août, j'ai gagné $7 200. J'ai dépensé $2100 pour la nourriture, la facture de téléphone, les produits de toilette et les manuels pour l'automne. J'ai économisé $5100. J'ai perdu 8 livres. Je dormais 5 à 6 heures par nuit. J'ai pleuré 11 fois cet été-là. J'ai compté. Automne 2018, 2e année. J'ai été sélectionnée comme assistante résidente pour Miles Standish Hall. 7e étage, 41e année. Chambre et pension gratuite, valeur de $7200. Allocation de $3000. Réduction sur le plan repas. Mon superviseur a demandé pendant la formation, être ERA, c'est 24H24 et 7J7. Tu es d'astreinte. Tu es responsable de la sécurité et du bien-être de ses étudiants. Tu peux gérer ça? Oui, ai-je dit, parce que personne n'a jamais été responsable du mien. J'ai gardé mon emploi chez Starbucks, 15 heures par semaine. J'ai ajouté un poste d'études travail dans le labo de recherche de la Dr Hélène Strauss en encore 15 heures par semaine. 30 heures de travail, 15 crédits, 40 résidents qui avaient besoin de moi à toute heure. J'ai géré 3 urgences ce semestre, une intoxication alcoolique, 2 crises de santé mentale. J'ai fait 2 amis, Gabriel et Ami, d'autres ERA qui comprenaient ce que ça signifiait d'être fauché et fatigué et de sourire quand même. Ma moyenne ce semestre, 3,58. Je survivais. Les vacances de fête de l'Action de grâce sont arrivées. 40 étudiants sont rentrés chez eux. Le bâtiment résonnait de vide. Je suis resté. Je n'avais nulle part où aller. J'ai mangé des ramen dans ma chambre et je me suis dit que c'était la liberté. Noël a été pareil. Tout le monde est parti. J'ai travaillé un shift de 8 heures chez Starbucks le jour de Noël et j'ai fait $156 de pourboire. Bonus de fête. Gabriel m'a invité chez sa famille. V, tu ne rentres pas pour Noël? Nan, ma famille voyage cette année. Tu peux venir chez moi. Si je suis sage. J'aime le calme. J'aimais ne pas me faire rappeler que j'étais sans valeur. Le réveillon du Nouvel An, Gabriel et moi étions sur le toit de Miles Standish. Gelé. Boston s'étendait en dessous comme un circuit imprimé. Quelle est ta résolution, a-t-elle demandé. Arrêtez de m'en soucier. Elle a ri. Pas moi. Je le pensais. Printemps 2019, 3e année. J'ai gardé la tête baissée et ma moyenne haute, 3,64 ce semestre. La Dr Strauss m'a prise à part après le labo un jour. Vanessa,
ton analyse de données est exceptionnelle. As-tu envisagé la recherche comme carrière? J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas pensé si loin. Pense-y. Tu es doué pour ça. Doué. Pas doué pour une déception. Juste doué. J'ai travaillé plus dur. La 3e et la 4e année se sont mélangées. Cours, emploi, recherche, recommencer. Je donnais des cours particuliers en ligne à des lycéens pour 25 $ de l'heure. J'achetais des manuels d'occasion ou des PDF piratés. Je portais les mêmes 5 tenues en rotation. Je ne sortais jamais. Des amis de mon cours de biologie m'invitaient à l'happy hour au Sunset Cantina. Tu viens? Je peux pas. J'ai le boulot. T'as toujours le boulot. Ouais, parce que je peux pas me permettre des margaritas à 12 $ et une vie normale. Je sautais 3 à 4 repas par semaine pour économiser. Mon poids est descendu à 118 livres. J'étais fatigué jusqu'aux os. Le genre de fatigue où tu pleures sous la douche parce que c'est le seul endroit où personne ne peut voir. Mais je n'ai pas arrêté. Arrêter aurait signifié qu'ils avaient raison. Au moment de mon diplôme, j'avais emprunté 38 000 $ en prêts fédéraux. Mes parents n'avaient contribué à rien. Printemps 2020, le Covid-19 a frappé le 12 mars. Le campus a fermé. J'ai déménagé dans un sous-location bon marché à Holston, 600 $ par mois, partagé avec 2 colocataires. J'ai fini mon semestre en ligne. 16 mai 2020, remise de diplôme virtuel. Je l'ai regardé seul dans ma chambre, 9 sur 11 pieds. Mes colocataires étaient rentrés chez eux pour la pandémie. La cérémonie a commencé à 11 h. Je me suis assise sur mon lit avec mon ordinateur ouvert. Le doyen a appelé mon nom, Vanessa Kastner, Bachelor of Science in Biology, cum laude. Des applaudissements préenregistrés ont joué dans mes haut-parleurs. J'ai applaudi pour moi 1 fois, 2 fois, puis j'ai arrêté. J'ai pleuré de 11h34 à 12h15. 4 personnes m'ont texté félicitations, Gabriel, Ami, Dr Strauss et Jessica. 0 texto de ma famille. Ils ne savaient pas que j'avais obtenu mon diplôme. Je ne leur ai jamais dit, et ils n'ont jamais demandé. J'étais fier, pourtant. Pour la première fois de ma vie, j'étais fier de moi, et ça devait suffire. Juin 2020, j'ai commencé mon premier vrai emploi. Assistante de recherche au Massachusetts General Hospital, département de neurologie. 42 000 $ par an. Mon premier salaire après impôt, 2 453 $. J'ai pleuré en le voyant. J'ai loué un studio à Holston, 47 Linden Street, unité 3B. 380 pieds carrés, 1 400 $ par mois. Je l'ai meublé avec des trouvailles IKEA et Craigslist, budget total de 1 200 $. Août 2020, j'ai commencé une thérapie. Dr Ramos, 40 $ la séance avec l'assurance, tous les mercredis à 14 h. Première séance, qu'est-ce qui vous amène? Je ne sais pas comment être heureuse. Dites-moi plus. Je réussis maintenant. J'ai un emploi. Je suis indépendante. Mais je me sens vide. Elle m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, quand avez-vous ressenti de l'amour pour la dernière fois? Je n'avais pas de réponse. C'est là que j'ai réalisé que j'avais survécu à ma famille, mais que je n'avais pas guéri d'eux. Les mois se sont brouillés, travail, thérapie, courses, lessive. Répétez. J'ai fait des amis à l'hôpital. Sarah du recrutement des patients, Dave de l'analyse de données, Monica du labo, James de l'admin. On déjeunait parfois. On se plaignait de nos patrons. Des choses normales. J'apprenais à être normal. Janvier 2022, promotion. Coordinatrice de recherche clinique, 58 000 $ par an. J'ai déménagé dans un meilleur appartement à Cambridge. 710 pieds carrés, une chambre, plancher en bois, lumière naturelle, 2100 $ par mois. J'ai acheté de nouveaux meubles pour la première fois de ma vie, un vrai canapé, un vrai lit. Je me sentais riche. Je ne l'étais pas, mais j'en avais l'impression. Sarah m'a demandé un jour au déjeuner, « Tu ne parles jamais de ta famille. » Pas grand-chose à dire. Allez. Tout le monde a des drames familiaux. Le mien est compliqué. Compliqué comment? Du genre où on ne parle pas pendant 7 ans.
Elle n'a pas insisté. J'étais reconnaissante. Les fêtes étaient toujours dures. Fête de l'Action de grâce, Noël, tout le monde demandait ce que je faisais. Je disais que je travaillais. Shift de bénévole, paye de fête. La vérité, c'est que j'évitais les questions. 2023, augmentation, 62 500 $. 2024, autre promotion. Senior Clinical Research Coordinator, 68 000 $. J'avais un compte d'épargne avec 12 000 $. J'ai réduit mes prêts étudiants à 21 000 $. J'ai rejoint un cours de yoga, un club de lecture. Je suis sorti avec des gens. Rien de sérieux, j'avais des problèmes de confiance. Un gars, Ethan, 29 ans, architecte. On est sortis ensemble 3 mois. Décontracté. Il a dit un soir au dîner, tu es difficile à lire parfois. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme s'il y avait une partie de toi à laquelle je n'ai pas accès. Un mur. Peut-être que j'aime juste mon intimité. Ou peut-être que tu as peur de laisser entrer quelqu'un. Il n'avait pas tort. On a rompu en janvier 2025. Amical. Le timing n'était pas bon. En février 2025, ma vie ressemblait à ça, emploi stable, bon appartement, groupe d'amis, hobby, thérapie toutes les 2 semaines maintenant, mode maintenance. J'allais bien mieux que bien. Parfois j'oubliais ma famille pendant des jours entiers. Parfois je voyais une famille heureuse au brunch et je ressentais une douleur sourde dans la poitrine, mais ça passait. J'avais construit une vie sans eux. Je pensais que c'était fini. Puis mon téléphone a vibré. 11 février 2025, 21h47. J'étais dans ma cuisine en train de faire du thé à la camomille. Mon appartement à Cambridge. Calme, sûr, à moi. Mon téléphone était sur le comptoir. Il a vibré. Numéro inconnu, indicatif 617. J'ai failli ne pas répondre. Je pensais que c'était peut-être une urgence au travail, une crise avec un patient, quelque chose d'urgent. J'ai décroché. Allô? Silence, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 6 ans, 8 mois et 24 jours. Vanessa? C'est ta mère. Mon cœur s'est arrêté. 8 secondes de silence. Comment as-tu eu ce numéro? Sa voix tremblait, plus vieille, désespérée. Je l'ai cherché en ligne. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'aurais dû. Mon doigt planait au-dessus du bouton rouge, mais je n'ai pas appuyé. Curiosité, colère, un besoin malsain d'entendre ce qui pouvait bien la pousser à appeler après presque 7 ans. Qu'est-ce que tu veux, ai-je dit. C'est à propos de Nicole. Elle ne va pas bien, Vanessa. On a besoin de toi. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Vous avez besoin de moi après 7 ans. Je sais qu'on n'a pas parlé. Je sais. Je sais que ça fait longtemps, mais c'est sérieux. Ta sœur, elle a commencé à pleurer. Elle est en difficulté. Vraiment en difficulté. Quel genre de difficulté? Elle a perdu son emploi il y a 4 mois. Elle ne sort plus de son appartement. Elle ne nous parle pas. On a trouvé des choses, des pilules, des aiguilles. Vanessa, elle, ma gorge s'est serrée. Elle quoi? Elle est malade et elle ne nous laisse pas l'aider. Mais peut-être qu'elle t'écoutera, toi. J'ai ri, amer, tranchant. Pourquoi elle m'écouterait? Vous avez fait en sorte qu'elle sache que j'étais inutile. Tu te souviens? Ma mère a inspiré brusquement. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que tu m'appelles après 7 ans parce que tu as besoin de quelque chose. 3 minutes et 12 secondes dans l'appel, mes mains tremblaient. Mon thé avait refroidi. Ma mère pleurait mais ne s'excusait pas. Elle n'avait pas dit désolé, pas une fois ni pour la remise de diplôme, ni pour la blague, ni pour rien. Qu'est-ce que tu veux de moi, ai-je demandé. Juste reviens à la maison, s'il te plaît. Juste par lui. J'ai besoin de réfléchir. J'ai raccroché. 22h03. Un texto, reviens à la maison. Ta sœur on a besoin de toi. S'il te plaît. Je l'ai fixé pendant 23 minutes. J'ai commencé à taper cette fois et supprimer chaque fois. Je n'ai pas répondu.
Je n'ai pas dormi cette nuit-là. 2h18, un autre texto, s'il te plaît, Vanessa, c'est ta sœur. 4h03, un autre, je t'en supplie. Il suppliait. Les gens qui disaient que j'étais inutile suppliaient. Et je détestais même envisager la chose. 12 février, j'ai appelé malade au travail. Je suis resté dans mon appartement à fixer mon téléphone, le plafond, rien. J'ai googlé des choses, comment aider un membre de la famille avec une addiction, poser des limites avec des parents toxiques, est-ce que je dois quelque chose à ma famille? Les articles disaient tous la même chose, tu ne dois rien à ceux qui t'ont fait du mal. Mais ils disaient aussi que l'addiction est une maladie et que les gens ont besoin d'aide. 10h31, j'ai rappelé ma mère. Raconte-moi tout, ai-je dit, et ne mens pas. Elle a expiré longuement et tremblante. Nicole a obtenu son diplôme major de sa promotion, elle a eu un poste chez Bain et compagnie en consulting. Elle a reniflé. Allez si bien. Puis 2022, mars, elle a eu un accident de voiture. Emboutie par l'arrière sur Storrow Drive. Elle s'est blessée au dos au cou du lapin, disque hernié. Ils lui ont prescrit des antidouleurs, de l'oxycodone. Elle les a pris comme indiqué, mais ensuite l'ordonnance s'est terminée et elle souffrait toujours ou du moins elle le disait. Elle a commencé à faire du shopping de médecin. Nous ne le savions pas jusqu'à l'année dernière. Nous pensions pouvoir gérer ça, la surveiller, mais elle n'a pas arrêté. Elle s'est aggravée. Elle a perdu son emploi en décembre. Elle a cessé de répondre à nos appels. Nous sommes allés à son appartement il y a 2 semaines, et c'était Vanessa. C'était grave. Des flacons de pilules vides, des aiguilles. Elle est si maigre. Elle ne mange pas. Elle refuse de nous parler. Elle nous hurle de partir. Et tu penses qu'elle va me parler? À moi, l'inutile? Silence. C'est comme ça que vous m'avez appelé, ai-je dit doucement. Il y a 7 ans, devant 300 personnes, tu te souviens. Vanessa, s'il te plaît. Ce n'est pas à propos de ça. C'est toujours à propos de ça. Puis ma mère a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous voulons juste comprendre comment c'est arrivé. Et nous avons pensé que peut-être tu lui parlerais. Peut-être qu'elle t'a contacté. Et vous m'accusez? Non, non. Nous voulons juste. Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça? Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne comprenons pas. Et nous avons pensé. Je n'ai pas parlé à Nicole depuis 7 ans. 7. Parce que vous avez clairement fait comprendre que je ne faisais pas partie de cette famille. Nous n'avons jamais dit ça. C'était une blague. Arrêtez de dire que c'était une blague. Respiration lourde. La mienne. La sienne. Tu viendras ou pas? Je ne sais pas. S'il te plaît. C'est ta sœur. Elle a ri quand vous avez dit que j'étais inutile. Elle vous a choisi. Ce n'est pas ma sœur. Elle a cessé d'être ma sœur ce jour-là. J'ai raccroché. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a heurté le canapé. Il ne s'est pas cassé. J'aurais souhaité qu'il le fasse. 13 février, séance de thérapie d'urgence avec le docteur Ramos. 14h, son cabinet à Brooklyn. Qu'est-ce que tu leur dois, a-t-elle demandé. Rien. Alors pourquoi envisages-tu d'y aller? Je suis restée silencieuse longtemps. Parce que je ne sais pas si c'est à propos d'eux. Peut-être que c'est à propos de moi. Explique. Et si je pouvais retourner dans cette maison sans m'effondrer? Et si j'étais assez guéri pour les affronter tout en maintenant mes limites? C'est le test, non? Le docteur Ramos s'est adossé. Qu'est-ce que tu dois à Nicole? Je ne sais pas. Elle m'a fait mal. Elle ne m'a pas défendu. Elle avait 22 ans, élevée dans la même maison que toi. Alors tu dis que je devrais lui pardonner? Je dis que peut-être elle survivait aussi juste différemment. J'ai pleuré 4 fois pendant cette séance. Je suis parti avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, si je retournais là-bas, je n'y allais pas en tant que la fille qui était partie. J'y allais en tant que la femme que j'étais devenue. 15 février, 21h03. J'ai envoyé un texto à ma mère, je viendrai,
mais je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour Nicole, et nous allons avoir des règles. Sa réponse a été immédiate, merci. Merci. Quand peux-tu venir? Samedi 14 h. Je texterai quand je serai dehors. Ne rendez pas ça plus difficile que nécessaire. Nous ne le ferons pas. Nous sommes juste reconnaissants que tu viennes. J'ai éteint mon téléphone. J'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais terrifié. J'ai passé la journée suivante à me préparer. J'ai écrit une liste dans mon journal, 10 limites règles pour cette visite. 1. Je ne passerai pas la nuit. 2. Je ne mangerai pas un repas avec eux. 3. Je ne les serrerai pas dans mes bras. 4. Je ne m'excuserai pas d'être parti. 5. Je n'accepterai pas leurs excuses à moins qu'elles soient sincères. 6. Je parlerai à Nicole. C'est tout. 7. Je partirai quand je voudrais partir. 8. Je ne les laisserai pas me culpabiliser. 9. Je ne pleurerai pas devant eux. 10. Je n'aurai pas besoin d'eux. J'en ai parlé à Ethan, nous étions toujours amis. Il a proposé de venir avec moi. Non, ai-je dit, je dois le faire seul. J'en ai parlé à Sarah. Fais attention, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Je n'ai rien empaqueté. Je ne restais pas. Samedi matin, 16 février. Je suis monté dans ma voiture à 13h30. De Cambridge à Newton, 11,2 miles. Mes mains serraient le volant. J'ai mis de la musique. Je ne pouvais pas me concentrer dessus. Chaque chanson sonnait comme du bruit blanc. Je suis arrivé à 13h58. 47 Maple Street. La maison avait exactement la même apparence. Coloniale blanche, volets noirs, pelouse parfaite. C'était un musée, figé dans le temps. Je suis resté dans ma voiture 5 minutes, juste à regarder. La vieille voiture de Nicole était dans l'allée. Honda Civic argentée, 2017, couverte de saleté, pneus à plat. Les voitures de mes parents, Lexus plus récente, même Toyota Camry. J'ai texté, je suis là. 2 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère se tenait là au plus vieille, plus grise, plus petite que dans mon souvenir. Ou peut-être que j'étais plus grande maintenant. Je suis sorti de la voiture. C'était le moment. Ma mère est sortie sur le porche. Dieu merci tu es venu. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je suis monté les marches, raide, sur mes gardes. J'ai dit que je viendrais. Elle a tendu les bras pour un câlin. J'ai reculé. Ses mains sont retombées. Je peux t'offrir quelque chose? De l'eau? Du café? Non. Où est Nicole? En haut. Dans sa chambre. Elle ne sait pas que tu viens. Vous ne lui avez pas dit? Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte derrière elle. 1,78 mètres, cheveux poivre et sel, le même air d'irritation légère qu'il avait toujours. Nous ne voulions pas qu'elle refuse de te voir, a-t-il dit. Je suis passé devant eux dans la maison. Ça sentait pareil, bougie à la vanille, café, l'odeur de mon enfance. Le salon n'avait pas changé, au même canapé beige, même table basse, même photo sur la cheminée. J'en ai compté 12, toutes de Nicole. Remise de diplôme, anniversaire, vacances, prix. 0 photo de moi, même pas d'avant. Il m'avait complètement effacé. Je me suis assise sur le canapé. Je ne me suis pas détendu. Mon père s'est assis dans son fauteuil. Ma mère s'est perchée sur le bord du petit canapé. Avant de monter, ai-je dit, je dois tout savoir. Ma mère a joint les mains. Nous t'avons dit au téléphone. Redites-le-moi. Tout. Elle a soupiré. Mon père avait l'air mal à l'aise. Nicole a obtenu son diplôme en 2018. Elle a eu un emploi chez B & Company Consulting. Les heures étaient brutales aux 70, 80 heures par semaine mais elle gérait. Puis en mars 2022, elle a eu un accident de voiture. Percutée par l'arrière sur Storrow Drive. 17h47, direction Hay.
Quelqu'un l'a heurté au feu rouge. Coup du lapin, hernie discale lombaire, L4 à L5. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste écouté. Le médecin a prescrit de l'oxycodone, 30 mg 2 fois par jour pendant 30 jours. Elle l'a pris comme indiqué, mais quand l'ordonnance s'est terminée, elle souffrait toujours. Ou du moins elle le disait. Elle est allée voir un autre médecin, a obtenu une autre ordonnance, puis une autre. Shopping de médecin, ai-je dit. Mon père s'est agité sur sa chaise. Elle n'est pas une toxicomane. Elle souffre. Je l'ai regardée. Si elle fait du shopping de médecin et utilise des aiguilles, c'est une toxicomane. Ne l'appelle pas comme ça. Comment voulez-vous que je l'appelle? Ma mère est intervenue. Nous l'avons découvert à l'été 2023. Nous l'avons confrontée. Elle a nié. Nous pensions que si nous la surveillions juste, elle arrêterait. Mais elle s'est aggravée. Elle a perdu son emploi en décembre. Le 18 décembre. Ils l'ont licenciée pour absence aux réunions, pour comportement erratique. Et vous ne l'aidez que maintenant? Elle ne nous écoute pas, la voix de ma mère s'est brisée. Elle hurle. Elle jette des choses. La semaine dernière, elle s'est enfermée dans son appartement pendant 3 jours. Nous avons dû faire venir le propriétaire pour ouvrir la porte. C'était Vanessa. C'était horrifiant. Des flacons de pilules partout. Des aiguilles. Elle est si maigre. Elle ne mange pas. Elle. Où vit-elle? Bac B. Un studio. 2100 par mois. Nous payons. Bien sûr qu'il payait. Mon père s'est penché en avant. Nous devons te demander quelque chose et nous avons besoin que tu sois honnête. Je savais ce qui allait venir. As-tu parlé à elle, a-t-il demandé. À un moment donné ces dernières années? Non. A-t-elle essayé de te contacter? Non. Pourquoi? Ma mère et mon père ont échangé un regard. Nous avons trouvé des emails, a dit mon père lentement. Des brouillons sur son ordinateur pour toi de 2023. Elle ne les a jamais envoyés, mais nous pensions peut-être qu'elle l'avait fait. Et peut-être que tu savais. Et peut-être. Je me suis levé. Vous êtes sérieux là? Nous voulons juste comprendre. Vous pensez que je savais qu'elle souffrait et que je l'ai ignorée? Vous pensez que je suis si cruel? Nous ne disons pas ça. Mon père s'est levé. Ce n'est pas ce que nous disons. Alors qu'est-ce que vous dites? Silence. J'ai pris mes clés sur la table basse. Je monte. Où est-elle? Ma mère a pointé vers l'escalier. 2e étage, au bout du couloir. Bien sûr la chambre principale. Même dans son effondrement, Nicole avait la meilleure chambre. J'ai monté les escaliers seul. 14 marches, même moquette, même photo de famille sur le mur. Nicole a 5 ans, 10 ans, 16 ans, 22 ans. 0 photo de moi. Je suis arrivé au bout du couloir. La porte était fermée. J'entendais des sons faibles, une télé, peut-être, ou de la musique. J'ai frappé 3 fois. Pas de réponse. J'ai frappé encore. Une voix de l'intérieur, rauquée en colère, dégage. Nicole, c'est moi. Vanessa. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais là? Maman m'a appelé. Je peux entrer? Un rire amer, étouffé. Maman t'a appelé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Non, tu ne peux pas entrer. J'ai conduit jusqu'ici pour te voir. Je ne partirai pas avant qu'on parle. Alors tu vas rester là longtemps. J'ai pressé mon front contre la porte. Nicole, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour toi. Longue pause. 30 secondes. Des pas. La porte s'est déverrouillée et ouverte, mais la chaîne était toujours mise. Un œil est apparu dans l'entrebâillement. Injecté de sang. Cerne si profond qu'il ressemblait à des bleus. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Toi aussi. Elle a enlevé la chaîne. La porte s'est ouverte. Je suis entré. La chambre était un désastre. Rideau tiré. Sombre, sauf une seule lampe.
Vêtements entassés dans un coin. Boîte de plats à emporter éparpillée sur le sol. Flacon de pilules vides sur la table de nuit 4, de pharmacies différentes. L'odeur m'a frappé, rance, non lavée, vaguement chimique. Et Nicole. Elle ressemblait à un fantôme. 1,68 mètres, peut-être 49 kg. Elle faisait autrefois 63 kg. Ses cheveux étaient gras, tirés en chignon. Sweat à capuche gris NYU, pantalon de survêtement noir, pas de chaussettes. Peau pâle, yeux creux. C'était Nicole. La parfaite Nicole. Nicole de la liste du doyen. La fille qui n'avait jamais un cheveu de travers. Et maintenant elle était ça. Une coquille. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots semblaient faux. Je me suis assise par terre. Pas sur le lit. Par terre. Elle m'a regardé. Puis elle s'est assise aussi. Ils t'ont appelé, a-t-elle dit enfin, plate, sans émotion. Ouais. Je ne leur ai pas demandé. Je sais. Plus de silence. Puis Nicole a commencé à pleurer d'abord doucement, puis plus fort. Ses épaules tremblaient. Ses mains couvraient son visage. C'était la première fois que je la voyais pleurer depuis qu'on était enfant. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste laissé. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça, a-t-elle dit à travers ses larmes. Comme quoi? Comme ça. Un désastre. Un échec. Tout ce qu'il disait que tu étais. Maintenant c'est moi l'inutile. Tu n'es pas inutile. Elle a ri amèrement. Si, je le suis. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon appartement enfin, il le paie, donc il n'est même pas à moi. J'ai tout perdu. Je suis exactement ce qu'il disait que tu étais, et je le mérite. Pourquoi tu le mérites? Elle m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois en 7 ans. Parce que je les ai laissés le dire. J'ai ri. J'étais là à ma remise de diplôme et j'ai ri quand ils t'ont détruite. Et je ne me suis jamais excusé. Pas une fois. Pas en 7 ans. Ma gorge s'est serrée. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Je suis désolé d'avoir été lâche. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Tu sais ce que c'est d'être la favorite? Non. C'est une cage. Une belle cage parfaite. Chaque A devait être un A+. Chaque prix devait être plus grand. Chaque choix devait être le bon. Et si j'échouais, si j'avais un B, si je ne faisais pas l'équipe, si je choisissais le mauvais stage, c'était la fin du monde. Pas pour moi, pour eux. Je devais être parfaite. Toujours. Alors tu faisais tout ce qu'ils voulaient. Je n'avais pas le choix. Toi tu pouvais être la déception. Toi tu pouvais échouer. Et ça n'avait pas d'importance parce qu'ils s'y attendaient. Mais moi, je devais être parfaite. Et j'en avais tellement marre. Alors tu as pris les pilules. Elle a hoché la tête. L'accident était réel. 14 mars 2022. 17h47. Percuté par l'arrière sur Storrow. La douleur était réelle. Le médecin m'a donné de l'oxy, 30 mg 2 fois par jour. Et pour la première fois de ma vie, je ne ressentais rien. Pas de pression, pas d'anxiété, pas de voix dans ma tête disant que je n'étais pas assez bien. Juste le silence. Alors j'ai continué à les prendre même quand la douleur s'est arrêtée, parce que j'avais besoin du silence plus que d'aller bien. Elle a sorti son téléphone, écran fissuré, ouvert ses brouillons de mai. J'ai essayé de te contacter il y a 2 ans. Je n'ai rien reçu. Je sais. Ça a rebondi. Elle m'a montré son téléphone. Un email. 14 septembre 2023, 23h34. Objet, j'ai besoin d'aide. Vanessa, je sais que tu me hais. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je ne sais pas à qui d'autre demander. Je ne vais pas bien. Ça fait longtemps que je ne vais pas bien. J'ai besoin d'aide, mais pas d'eux. Jamais d'eux. Ils seront juste déçus encore. Je ne peux pas supporter ça. S'il te plaît, si tu reçois ça,
dis-moi juste que je ne suis pas seul. N. Ma poitrine m'a fait mal en le lisant. À quel email tu as envoyé ça, ai-je demandé. Elle a vérifié. Celui dans mes contacts. vastner@gmail.com. J'ai vérifié mon téléphone. Mon email est vanessacastner@gmail. 100 points. Nicole, cet email est faux. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Non, je l'ai sauvegardé depuis le lycée. Vérifie quand il a été modifié pour la dernière fois. Elle a fait défiler. Son visage est devenu blanc. Dernière modification. Juin 2023. Je ne l'ai pas modifié. Je n'ai pas touché mes contacts depuis des années. Nous nous sommes regardés. Ils l'ont changé. Nos parents l'ont changé. Ils nous ont gardés séparés même quand Nicole se noyait, même quand elle suppliait pour de l'aide, parce qu'ils ne pouvaient pas risquer de perdre le contrôle. Je me suis levé. Je dois leur parler. Nicole a attrapé mon bras faible, tremblant. Ne fais pas ça. Ils vont juste. Je m'en fous de ce qu'ils vont faire. Ils doivent entendre ça. Je suis descendu. Nicole m'a suivi, en s'accrochant à la rampe. Mes parents étaient dans le salon. Ils ont levé les yeux, pleins d'espoir. Comment va-t-elle? A demandé ma mère. Elle t'a parlé? J'ai posé le téléphone de Nicole sur la table basse, email ouvert. Quand avez-vous changé le contact de Nicole pour moi? Mon père avait l'air confus. De quoi tu parles? J'ai levé le téléphone. Ses contacts. Mon email. Il est faux. Il a été modifié en juin 2023. Qui l'a changé? Ma mère s'est agitée. Nous. Nous avons peut-être mis à jour son téléphone quand tu as changé le tien. Exprès. Elle a essayé de m'envoyer un email en septembre 2023, en suppliant pour de l'aide, et vous avez fait en sorte que je ne le reçoive jamais. Nous ne voulions pas qu'elle dépende d'eux. De quoi? Ma voix a monté. De moi? L'inutile? Vous essayez de la protéger de moi? Je suis sa sœur. Mon père s'est levé. Vous n'aviez pas parlé depuis 5 ans. Nous ne pensions pas. Vous ne pensiez pas que je l'aiderais. Ou vous ne vouliez pas que je l'aide parce qu'alors elle connaîtrait la vérité. Quelle vérité? Que vous nous avez détruites toutes les deux, juste de façon différente. Le visage de mon père est devenu rouge. Nous avons tout donné à Nicole. Tout. Nous l'avons soutenue. Nous avons payé ses études, son appartement. Vous lui avez donné une laisse et appelé ça de l'amour. Et quand elle s'est étouffée avec, vous m'avez appelé pour nettoyer votre merde. Ma mère a commencé à pleurer de vraies larmes, la culpabilité s'installant. Mon père est resté sur la défensive, bras croisés. Nicole se tenait dans l'encadrement de la porte, pleurant en silence. Je me suis tourné vers eux pleinement. Vous vous souvenez même de ce que vous avez dit il y a 7 ans? Vanessa, c'était 18 mai 2018. Remise de diplôme de Nicole. Vous étiez au micro devant 300 personnes et vous avez dit, nous aurions dû nous arrêter après elle. Notre deuxième enfant est inutile. La salle a ri. J'étais assise là seule, humiliée. Et vous ne vous êtes jamais excusée. Pas ce jour-là. Jamais. Ma mère a sangloté dans ses mains. C'était une blague. Arrêtez de dire que c'était une blague. Les blagues sont drôles. C'était cruel. C'était vous dire au monde et à moi que je ne comptais pas. Que j'étais une erreur. Vous avez une idée de ce que ça m'a fait? Mon père s'est rassis. Tu sembles aller bien maintenant. J'ai ri amer, vide. Bien? J'ai passé 2 ans en thérapie pour apprendre à croire que je n'étais pas inutile. J'ai travaillé 3 jobs pour payer mes études parce que vous ne payez que pour Nicole. J'ai passé tous les congés seul parce que je ne supportais pas d'être dans cette maison. Je ne vais pas bien. Je survis malgré vous. Nicole a parlé depuis l'encadrement de la porte, doucement. Elle a raison, papa. Mon père s'est tourné. Nicole, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Vous ne m'avez pas aidé quand vous l'avez découvert. Vous l'avez caché. Vous avez dit aux gens que je prenais du temps pour voyager.
Vous m'avez fait mentir parce que vous vous souciez plus de ce qu'il pensait que de mon rétablissement. Ma mère a tendu la main vers elle. Ce n'est pas vrai. Nicole a reculé. Vous n'avez pas appelé un médecin. Vous avez appelé Vanessa parce que vous pensiez qu'elle réglerait ça discrètement. Vous ne vouliez pas que je m'améliore. Vous vouliez que le problème disparaisse. J'ai regardé mes parents tous les deux piégés, exposés. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Je vais aider Nicole à trouver un centre de traitement. Un vrai. Résidentiel, minimum 90 jours, sevrage médical basé sur des preuves et thérapies. Mon père a commencé à parler. Nous pouvons. Vous paierez. Chaque centime. Ce n'est pas négociable. Mais vous ne choisirez pas l'établissement, moi je le ferai. Vous ne visiterez pas sauf si elle le demande. Vous n'appellerez pas pour des mises à jour. Vous n'interviendrez pas. Vous ferez le chèque et vous resterez en dehors. Nous sommes ses parents. Vous êtes les gens qui l'ont brisé et qui m'ont brisé. Donc non. Vous n'avez pas le droit d'être impliqué. Pas sauf si elle le veut. J'ai regardé Nicole. Elle a secoué la tête. Non. Voilà votre réponse. Ma mère s'est levée. Et nous? Et notre famille? J'ai pris mes clés. Vanessa, s'il te plaît. Je vous enverrai les détails du centre de traitement et les coûts dans les 3 jours. Préparez votre carte de crédit. Ma mère a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Non. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais parce que Nicole mérite une chance de survivre à ce que vous lui avez fait. Comme moi. Je suis sorti. Du 17 au 19 février, j'ai recherché des centres de traitement. 12 heures sur 3 jours. J'en ai regardé 8, réduits à 3 finalistes. Critères, traitement basé sur des preuves, thérapie assistée par médicaments, counseling individuel et de groupe, programme résidentiel de 90 jours, bons avis, région Nouvelle-Angleterre. J'ai choisi Serenity Ridge Recovery Center à Lenox, Massachusetts, dans les Berkshires. Assez proche pour visiter, assez loin pour respirer. 90 jours, 28 500 $. J'ai appelé et parlé à la coordinatrice d'admission. Elle s'appelait Diane. Quelle est la substance de choix de votre sœur, a-t-elle demandé. Opioïdes. Commencez avec de l'oxycodone sur ordonnance. Je ne sais pas ce qu'elle prend d'autre. A-t-elle exprimé une volonté d'entrer en traitement? Oui, elle est prête. Elle a peur, mais prête. Bien. La peur est normale. Nous prendrons soin d'elle. Quand peut-elle venir? Le plus tôt possible. Nous avons un lit disponible. Admission vendredi 22 février, 10 h. Peut-elle être là? Oui, je l'amènerai. J'ai appelé Nicole ce soir-là, 20 h. Elle a répondu à la première sonnerie. Tu as trouvé quelque chose? Ouais. Berkshire, 90 jours. Bon programme. Je te conduirai vendredi matin. Merci. J'ai failli dire, de rien, mais ça semblait faux. Tu fais ça pour toi, ai-je dit. Pas pour moi, pas pour eux. Pour toi. Elle a pleuré. Je l'ai laissé. 22 février, 8h03. J'ai pris Nicole chez mes parents. Ils étaient sur le porche, ma mère pleurait, mon père silencieux. Nicole a dit, au revoir. Rien de plus. Nous avons conduit 2h38. Autoroute, arbre. Silence au début. Puis Nicole a demandé, je peux te poser une question? Ouais. Tu me hais? J'ai été silencieuse longtemps. Pendant longtemps, oui. Mais non. Plus maintenant. Pourquoi pas? Je le mérite. Parce que j'ai réalisé quelque chose. Nous étions toutes les deux leurs victimes. Tu avais juste une cage différente de la mienne. La mienne était la négligence. La tienne était la pression. Nous suffoquions toutes les deux. Nicole a pleuré doucement. Je suis désolé de ne pas t'avoir sauvé. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu as essayé de me contacter. Ce n'est pas ta faute. Je sais. Mais je suis là maintenant. Après ça, a dit Nicole, après le traitement.
Tu penses qu'on pourrait essayer d'être sœurs à nouveau? J'ai été honnête. Je ne sais pas. Peut-être. Mais ça ne sera pas comme avant. Nous sommes différentes maintenant. Différent c'est ok. Différent c'est mieux que rien. Nous sommes arrivés à Serenity Ridge à 10h41. Belle installation, cadre montagneux, bâtiment principal de style colonial. Diane nous a accueillis chaleureusement. Je suis resté 2 heures. Papier d'admission, antécédents médicaux, assurance. Quand il a été temps de partir, j'ai serré Nicole dans mes bras. Premier câlin en 7 ans. Maladroit, mais réel. Tu vas y arriver, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle est entrée dans le bâtiment et a regardé une fois en arrière. J'ai fait signe. Elle a fait signe en retour. La porte s'est fermée. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais fait quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir faire. J'avais aidé la personne qui m'avait fait mal, et ça ne m'avait pas brisé. Ça m'avait rendue plus forte. De mars à mai 2025, Nicole était en traitement. Je recevais des mises à jour hebdomadaires. Elle avait signé un formulaire de dérogation permettant au personnel de partager des informations avec moi. Nous avions des séances de thérapie familiale, virtuelles, les mercredis à 14h. Nicole et moi au pas nos parents. Nous parlions de l'enfance, du favoritisme, de son perfectionnisme, de ma négligence, des différentes façons dont il nous avait fait mal. Semaine 4, la thérapeute a demandé, « Nicole, qu'est-ce que tu veux que Vanessa comprenne ?» Que être la favorite n'était pas un cadeau. C'était un travail. Et j'avais peur d'être virée. Vanessa, qu'est-ce que tu veux que Nicole comprenne? Qu'être ignorée ne fait pas moins mal que d'être sous pression. Ça fait juste mal différemment. J'étais invisible. Elle était exposée. Nous étions seuls toutes les deux. Nicole m'a regardé à travers l'écran. Je ne savais jamais que tu te sentais invisible. Tu semblais si indépendante. Je ne semblais pas indépendante. J'étais abandonnée. Il y a une différence. Nous avons pleuré toutes les deux. Progrès, a dit la thérapeute. 20 mai 2025. Nicole a terminé le programme. J'ai conduit pour aller la chercher. Elle avait l'air différente. Plus saine. Cheveux propres, yeux clairs, sourire réel. Elle avait pris 5,4 kg, des couleurs sur les joues. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci de ne pas avoir abandonné. Je n'ai pas dit, de rien. J'ai dit, c'est toi qui l'as fait. Je suis juste venu. Parce que c'était la vérité. Nicole a déménagé dans une maison de vie sobre à Springfield. 850 par mois, nos parents payaient. Elle a commencé une thérapie ambulatoire 3 fois par semaine. Rejoint les AA 90 réunions en 90 jours. Elle a eu un emploi à mi-temps dans une librairie, $15 de l'heure. Faible pression. Je visitais une fois par mois. Nous déjeunions. Nous parlions lentement, prudemment. Nous reconstruisions. Pas proche encore, mais en train d'essayer. Nos parents ont demandé à visiter. Semaine 6 de sa sobriété, Nicole a dit non. Semaine 10, elle a accepté. Visite supervisée avec sa thérapeute présente une fois par mois. Nicole a fixé des limites avec eux. J'ai gardé les miennes, 0 contact au-delà de la logistique. Octobre 2025. Nicole m'a texté, 6 mois sobre aujourd'hui. Ça fait bizarre de célébrer quelque chose d'aussi basique. J'ai répondu, ce n'est pas basique. C'est tout. Je suis fier de toi. Je n'aurais pas pu sans toi. J'ai hésité, puis tapé, si, tu aurais pu. Tu es plus forte que tu ne le penses. Elle a envoyé un emoji cœur. C'était suffisant. Ça fait presque 1 an depuis ce texto, rentre à la maison. Ta sœur a, je suis rentré. J'ai aidé Nicole. Puis je suis reparti. Mais cette fois, je ne suis pas parti seul. Je suis parti en sachant que Nicole et moi pouvions être sœurs à nouveau. Peut-être pas les sœurs que nous étions, mais de meilleures. Des honnêtes. Ma vie maintenant, toujours coordinatrice de recherche clinique à Mass Générale. Toujours à Cambridge.
Toujours en train de construire ma famille choisie. Sarah, Dave, Monica, James. Ethan et moi sommes toujours amis, on se parle parfois. Nicole, 10 mois sobre en décembre 2025. Inscrite à mi-temps au Community College, majeure en psychologie. Ironique. Elle est stable. Pleine d'espoir. Nos parents ont envoyé une carte de Noël. Je ne l'ai pas ouverte. Ils ont envoyé une carte d'anniversaire en juin, non ouverte aussi. Statut de notre relation, aucun. Et ça me va. Les gens demandent si je regrette d'être retourné, d'avoir aidé la famille qui m'a brisé. La réponse est non. Parce que je ne suis pas retourné pour eux. Je suis retourné pour Nicole. Et en l'aidant, j'ai prouvé quelque chose à moi-même, je pouvais être dans cette maison avec ces gens et ne pas m'effondrer. J'avais guéri. Vraiment guéri. Voici ce que j'ai appris, guérir ne signifie pas réconciliation. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont de la survie. J'ai aidé Nicole parce qu'elle était une victime aussi. Mais je ne dois rien à mes parents. Nicole travaille sur le pardon avec eux. C'est son choix, son chemin. Je ne suis pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Et c'est ok. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en toi ou si tu as déjà été l'inutile, l'oublié, celui qui a dû prouver sa valeur à des gens qui auraient dû l'avoir dès le début, laisse un commentaire. Dis-moi, quel a été ton moment de remise de diplôme? Le moment où tu as réalisé que tu devais te sauver toi-même. Et si tu luttes avec l'addiction familiale, les limites, ou la guérison du favoritisme, sache ceci, tu ne dois taper à personne. Pas même à la famille. Surtout pas à la famille. Pouce en l'air si tu soutiens les limites saines. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires sur la rupture des cycles. Voici ma question finale, et je n'ai pas la réponse. Peut-être que toi oui. Ai-je fait la bonne chose? Aurais-je dû laisser Nicole toucher le fond seule? Devrais-je pardonner à mes parents pour la paix? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de bonne réponse, juste des choix et des conséquences. Et l'espoir fragile, t'es-tu ou que nous pouvons être meilleurs que les gens qui nous ont élevés? Que nous pouvons briser les cycles? Que nous pouvons choisir l'amour plutôt que l'héritage? J'essaie. Nicole essaie. Peut-être que c'est suffisant. Je m'appelle Vanessa Kastner. J'ai 27 ans, et je ne suis pas inutile. Je ne l'ai jamais été.